vérité, et toute la vérité est particulièrement importante, intérieurement, je suis furieux. C'est-à-dire que tout le plan que nous avions mis en place, il est détruit le 9 avril. Alors le préfet a une nouvelle idée. Le préfet Bonnet commence à mettre la pression sur ses collaborateurs en disant, grosso modo, vous voyez bien, légalement, nous n'y arrivons pas. Chaque fois que nous allons essayer d'entreprendre une action légale de ce type, nous aurons une contestation. Il faut donc passer à la vitesse supérieure. Il faut mettre en route le 2e étage de la fusée. Il faut passer à l'opération clandestine. Et la cible semble toute trouvée. Ce sera la paillote d'Yves Ferraud, le meneur de la contestation. 19 avril 1999, nous sommes à la caserne de gendarmerie d'Ajaccio. Le colonel Mazère convoque les 5 officiers du GPS. Objet de la réunion, la paillote d'Yves Ferraud. D'après ce que raconte Henri Mazère, il ne pouvait plus reculer l'échéance. Donc il convoque tout le monde et puis il dit l'opération a lieu ce soir. Ils arrêtent une sorte de plan. Une sorte de plan avec, en disant écoutez, on va la détruire par l'essence. À 23h, le capitaine Ambrose, chef du GPS, et son adjoint, le lieutenant Tavernier, quittent discrètement la caserne à bord d'une voiture banalisée. Une fois sur place, les 2 officiers enfilent des cagoules et s'engagent dans le chemin qui descend vers la mer. Près de la paillote, ils rejoignent le lieutenant Dumont et le lieutenant Pessé, qui surveillent les lieux depuis l'après-midi. Il est 2h du matin quand Franck Pessé donne le feu vert à Ambrose et Tavernier. Ils vont sur la plage avec l'essence. Denis Tavernier qui se met à un coin de la maison et Norbert Ambrose à un autre. Pour brouiller les pistes, le chef du GPS dépose alors d'étranges tracts tout autour de la paillote. Les 2 militaires ouvrent ensuite leur jerrycan. Ils ont quand même réparti 50 litres d'essence sur la paillote. Ils ont arrosé allègrement parce qu'il fallait que cette fois-ci ça se voit, parce qu'il fallait être sûr que ça ne rate pas. Et se regardant l'un l'autre, se disent à un moment donné, c'est bon, on y va. Et Tavernier, quand il déclenche, quand il allume son allumette en premier, il y a une véritable boule de feu qui se dirige vers Norbert Ambrose qui était à l'autre extrémité de la paillote. C'est comme ça que le chef du GPS s'est brûlé aux mains. Le capitaine Ambrose est blessé. Le commando doit quitter les lieux au plus vite. Mais il fait nuit, ils se perdent. Ils sont finalement récupérés au petit matin. Et c'est vers 6h que le colonel Mazère est prévenu. D'une part que l'opération a complètement échoué, et d'autre part que Ambrose a été brûlé aux 2 mains. Au même moment, d'autres gendarmes qui ne sont pas dans la confidence ont déjà commencé leur enquête autour de la paillote calcinée. Et ils ne tardent pas à mettre la main sur des indices très compromettants pour leurs collègues du GPS. Ils trouvent le portable radio, le talkie-walkie, donc avec un sigle 31-6 dessus. 31-6, c'est le nom de l'ancien escadron de gendarmes mobiles, si vous voulez, à partir duquel ils ont bâti le GPS. En cherchant, ils ont trouvé au bout de la plage une cagoule. Cette cagoule a été perdue par le capitaine Ambrose lors de sa fuite. Elle porte son empreinte génétique. Toutes ces informations sont transmises au patron de la gendarmerie corse, Henri Mazère, celui-là même qui a donné l'ordre d'incendier la paillote. Le colonel décide alors de parer au plus pressé. Première urgence, évacuer discrètement l'officier blessé. Nous apprendrons bien plus tard que le capitaine Ambrose a pris le bateau pour Marseille et qu'il est allé ensuite se faire soigner dans un hôpital à Toulouse. Pour Henri Mazère, reste ensuite le plus délicat, prévenir le préfet Bonnet. J'apprends que la paillote est incendiée le 20 au matin.
je peux le redire aujourd'hui, et d'ailleurs personne ne le conteste, je suis mis devant le fait accompli. Je commence par apprendre que sur le terrain, on a trouvé une cagoule, qu'on a trouvé des tracts, qu'on a trouvé des bidons, mais je dirais je l'apprends toutes les heures, j'en apprends un peu plus. Mazère, nous avons des échanges téléphoniques d'ailleurs assez fréquents, je commence à... Et Mazère dit, de toute façon c'est pas grave, je m'en occupe. Les deux hommes pensent alors que l'affaire peut encore être étouffée. Connaissant la tension en Corse, mettre un tract, c'est comme si signer un arrêt de mort à quelqu'un. Être une balance des flics en Corse, c'est se promener avec une cible accrochée autour du cou. Inquiet pour sa vie, Yves Ferraud décide alors de médiatiser l'affaire. Dès lors, plus rien ne pourra arrêter le scandale. Dimanche 25 avril 1999, pour la première fois, la presse nationale se fait l'écho de cet étrange fait divers. À Paris, le gouvernement commence à s'inquiéter. Le ministre de la Justice donne alors des instructions claires aux magistrats corses. Toute la lumière doit être faite, les responsabilités seront établies et lorsqu'elles seront établies, des sanctions seront prises. L'enquête va être menée au pas de charge. 10 jours plus tard, elle conduira Bernard Bonnet derrière les barreaux. Dès le départ, au vu des indices découverts sur la plage, les magistrats en charge de l'enquête ont une certitude. Bien par déduction logique, les gendarmes étaient présents sur les lieux ce soir-là. Que faisaient-ils? Pourquoi ont-ils perdu leur talkie-walkie et leur cagoule? Pourquoi la paillote a été incendiée? Le mystère commence à s'épaissir. Pour protéger ces hommes, le colonel Mazère imagine alors un scénario. Au départ, il parle d'une mission de surveillance qui a mal tourné, et mission durant laquelle, a priori, eux-mêmes étaient surveillés et donc sont tombés dans une sorte de guet-apens. Et que c'est à ce moment-là que le matériel a été perdu. Le 28 avril, au palais de justice de Bastia, Henri Mazère expose ce scénario improbable au procureur général Legras. Il lui vend l'histoire de la radio, il lui explique que c'est une manipulation, que les gendarmes y sont pour rien, tatati tatata. Et là, Legras a vraiment la sensation que ce colonel de gendarmerie, avec qui il s'entendait plutôt bien, lui ment, le prend pour un imbécile. Bernard Legras balaie la version d'un revers de manche, lui dit: colonel, je ne peux pas croire à une chose pareille. Le colonel sent que l'étau se resserre, il alerte immédiatement le préfet. Il me dit, oh là là, j'ai passé un moment assez long dans le bureau du procureur général, mais ça s'est bien arrangé, mais il faut que je vous dise, monsieur le préfet, il n'y a qu'une question qui l'intéressait vraiment, est-ce que vous avez donné l'ordre? Dès le lendemain, l'enquête confiée à ce jeune juge s'accélère. Henri Mazère et les officiers du GPS sont placés en garde à vue, puis incarcérés. Ils affirment toujours ne pas avoir incendié la paillote. Bernard Bonnet, lui, semble étrangement serein. Il y a dans la tempête de Shakespeare une scène 5 où ce grand poète, ce génie dit « il y a une marée dans les choses humaines ». Et j'invite chacun à beaucoup de prudence. Le préfet sait qu'il peut compter sur le silence du colonel Mazère. Il ignore que c'est un autre gendarme qu'il connaît bien qui va provoquer sa chute. Il s'agit du lieutenant-colonel Bertrand Cavalier, le numéro 2 de la gendarmerie en Corse. C'est donc quelqu'un qui est aux premières loges pour tout savoir. Il sait que ses collègues officiers de gendarmerie ont tous participé à ces incendies. Cet officier est également convaincu que l'ordre a été donné par le préfet et il ne va pas hésiter à tendre un piège à Bernard Bonnet. Le lieutenant-colonel Cavalier va à la préfecture. Il se munit d'un enregistreur.
Donc il va dans le bureau du préfet et il essaye de faire venir la conversation sur ce qui l'intéresse. Selon la retranscription de ce dialogue, Bertrand Cavalier demande au préfet s'il craint d'être mis en cause par la justice. Voici sa réponse. Ils ne peuvent pas monter très haut, hein. Toutes les précautions avaient été prises. Dans cette cassette, je dis, effectivement, cette affaire, de toute façon, ne m'inquiète pas. Toutes les précautions ont été prises. Et ça voulait dire, à mon esprit, par rapport à mon interlocuteur qui cherchait absolument à m'impliquer, que pour moi cette affaire était réglée, depuis que, au grand jour, j'avais obtenu un accord de Ferraud et des autres pour que cette affaire soit réglée.